Donc le dernier conférencier qui va essayer de faire ça sur à peu près une quinzaine de minutes, c'est Monsieur Julien Mathias, qui est chef d'entreprise et expert en défense et sécurité. Une carrière chez les industriels, Matra Communication, ex-Airbus Défense Group, enfin anciennement, maintenant devenu Airbus Défense Group, chez le groupe Altran en tant que conseil apparemment sur les aspects internationaux et sécurité, système de défense et de sécurité, et qui va nous parler de ses expériences justement dans ce secteur. On terminera avec, si vous avez des questions, je sais bien que tout le monde veut probablement aller partir, mais on essaiera, si vous voulez bien, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre dans la dernière partie de cette session. Voilà. Pour faire très simple, notre domaine d'action, c'est la gestion de crise ou de conflit et la reconstruction post-crise. On se positionne à l'interface des étatiques français, des organisations internationales de l'Union européenne, de l'ONU ou d'autres, ou des bailleurs, des États locaux, africains dans le cas de mon propos, et des parties privées, les grands groupes comme les PME, voire les TPE, parce qu'on pense que tout le monde est complémentaire, et notamment quand on est dans une gestion post-crise, les TPE ou les PME ont une agilité que n'ont pas forcément les grands groupes, etc., etc. Nos niveaux d'action, c'est le niveau de la gouvernance, le niveau des réponses techniques et procédurales et le niveau des financements. Comment est-ce qu'on paye ces projets, ces programmes? Et très clairement, on se positionne aujourd'hui comme un Think for Action Tank. Donc on analyse des problématiques, on définit des concepts de solutions, la plupart du temps relativement innovants par rapport à ce qui a déjà été fait. Et on aide à déployer ces solutions, d'abord dans des projets pilotes et ensuite dans des programmes a fortiori capacitaires, ce qui nous intéresse, puisque notre enjeu premier, c'est de gagner des marchés, collectivement. Donc voilà pour la petite intro de situation. Maintenant, le golfe de Guinée. Très rapidement, le golfe de Guinée, puisque j'ai situé le propos dans ce cadre-là. Juste pour m'excuser, on m'a demandé d'intervenir la semaine dernière, donc ma préparation est assez courte, et en plus en anglais, donc du coup j'avais tout fait en anglais, les éléments de langage également, mais on s'adapte. Survivabilité obligée. Le golfe de Guinée, c'est quand même, c'est un mot simple, enfin c'est un groupe de mots simples, mais c'est assez compliqué. C'est une entité géopolitique, c'est une entité géographique, et c'est une entité géostratégique. Tout ça fait que, par rapport à ce qui a été dit auparavant par mon ami Pierre Aden, notamment de Somalie, on n'est pas du tout dans une situation comparable à celle de l'océan Indien et de la Corne de l'Afrique, que ce soit pour les pouvoirs publics internationaux ou que ce soit pour les privés. Il a affaire à de nombreux États, de nombreux interlocuteurs, à de nombreuses cultures. Tout ça est à prendre en compte. Vous pouvez voir les chiffres qui ont déjà été cités par les parties directement prenantes sur la problématique pétrolière. Je reviendrai dessus après. L'insécurité maritime ou l'insécurité économique, en l'occurrence dans le golfe de Guinée, je dis attention, c'est à l'arbre qui cache la forêt. On nous parle tout le temps, notamment chez nous en Europe, de la piraterie maritime avec un épouvantail très grand. Il y a quand même plusieurs niveaux de lecture et de façon à optimiser votre business, améliorer votre sécurité, etc., vos investissements et autres, bien entendu qu'il faut avoir ce prisme de lecture pour être capable de faire les bons choix. Donc le BMI nous rappelle qu'en 2013, il y a eu 51 attaques. D'accord, 51 attaques, a priori 2 gros bateaux qui ont été enregistrés, etc., etc. Mais combien de petits theft, comme on dit, des petits larcins dans cette zone qui est historiquement une zone de larcin maritime. Dès qu'il y a un mouillage, il y a des choses volées sur un bateau. Ça fait partie des réels problèmes qui sont perçus par exemple, un État comme le Nigeria, pour qui la piraterie maritime n'est certainement pas le premier fléau, bien qu'il le prend à bras-le-corps aussi. Si on prend, dans le cas du Nigeria, l'Observatoire Nigeria Watch, qui a été monté par des Français, qui est un observatoire sociétal, on a 10 592 morts violentes. C'est pas tout à fait le même rapport que nous donne comme impression finalement et comme sentiment de sécurité les 51 attaques de piraterie maritime et ce nombre de morts violentes.
Sur 2014, on est déjà à environ 20 000. Et pour vous dire, on a multiplié par 5 depuis 2006 les morts violentes au Nigeria. Et à hauteur de ces mesures-là, on n'était pas dans les derniers événements de Boko Haram, hein. On parle bien d'autre chose. Un arbre qui cache la forêt, pourquoi? Parce que le premier problème du Nigeria, qui est le plus représentatif des États de la zone, c'est le bunkering. Le bunkering principalement à terre. Donc ça, comme c'était marqué dans la slide précédente, ça représente 7% de pertes en estimation basse de ce qui est produit au Nigeria. Le bunkering local à terre sur les pipelines. Et d'autre part, on voit que la population locale récupère du fioul domestique. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a comme situation? Toujours un arbre qui cache la forêt, finalement. On est dans un pays, dans le cas du Nigeria et dans le cas du Golfe de Guinée, c'est vrai, qui est qui vit sur la manne pétrolière et pour lequel on a des situations où on n'a pas de gaz, pas de fioul à la pompe. Donc là, la réponse est claire, c'est le niveau de la corruption qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation. Et pourquoi est-ce que je pointe ce niveau-là? Parce que les grands groupes, plus facilement on va dire que les petits industriels, ont pris ça comme priorité numéro 1, comme traitement numéro 1, de façon obligatoire. On est obligé, si on veut aller accoster au Nigeria, de prendre ça en compte et de l'introduire dans son business. Monsieur Texier de CMA-CGM l'a dit très, très habilement. Si on lit derrière les lignes, on comprend bien ça. Donc maintenant, revenons un petit peu sur la problématique privée Je me suis un peu focalisé sur la partie publique et la partie des opérateurs principalement. Des stratégies de protection. Bon, nous, on recommande très fortement ce qu'on appelle la défense en profondeur. Bon, après, c'est un mot un peu galvaudé, enfin, c'est une expression un peu galvaudée. Je dirais qu'on va beyond survivability, tel que l'a dit Monsieur Durand. On va encore au-dessus dans ce qu'on présente là. C'est-à-dire que la survivability qui a été évoquée par Monsieur Durand et qui a été reprise sur un de vos schémas, elle est quand même très périmétrique au navire, à la plateforme ou autre. Nous, on est peut-être sur d'autres niveaux ou sur une approche un peu plus globale. Enfin, on recommande ça. Cette présentation, pour vous dire, a été faite pour ce salon, en essayant de résoudre une problématique ou d'apporter de nouvelles idées. Donc là, je m'appuie sur Vauban, notre architecte, qui a donc imagé et mis en place la sécurité en profondeur, la défense en profondeur, pardon. Et si on le transpose à notre problématique qui est la piraterie maritime ou l'exploitation du oil and gas facilities dans le golfe de Guinée, on a le niveau qui est protect ourselves, se protéger soi-même finalement, se protéger entre nous, les uns les autres, protect each other, et protect together, protéger avec tout son environnement. Et il nous paraît, ce qui est très clair, on va le voir juste après, le premier niveau est fait par tous les opérateurs qui sont dans la zone ou ailleurs. Les autres niveaux, peut-être qu'il y a quelques points d'amélioration à voir. Le principe d'action, je vais passer, on va le retrouver au travers de mon propos. Je vais certainement pas lire tout ça. Si je reviens sur les security trade-off, un deuxième type de maillon faible, qui est le fait que dès qu'on est dans une logique business, contrat et que le moyen est exploité, il y a aucun problème, on met le niveau de sûreté qui va bien, qui a été discuté avec son client. Mais dès qu'on est dans des activités un petit peu moins extractives, telles que je l'avais dit, profitables, finalement, là on baisse un peu la garde. Donc quand on ramène un supply qui n'a plus d'affréteur, ou quand on est en train de démonter quelque chose, on a des niveaux de sûreté qui sont beaucoup plus faibles et qui finalement, d'une certaine façon, c'est la conclusion sur Wisinol, encourage la menace locale à persévérer, puisqu'il y a des zones où c'est assez facile d'aller taper sur un navire, sur un chimiquier ou sur une installation, un chantier qui est soit en cours de préparation, soit en cours de démontage. Le problème là, on commence à le voir, c'est qui va payer. Si on veut améliorer tout ça, qui c'est qui va payer au final? La Integrated Security, c'est aller plus loin et finalement se servir de tout son environnement. Donc son environnement, il y a bien entendu, je vais dire tout de suite, la Marine nationale française qui a fait un travail formidable, qui est d'ailleurs reconnu par les parties privées
par rapport à de la coordination, d'échange d'informations, etc. sur ces aspects-là. Donc bien sûr la France, bien sûr nos États européens, mais aussi les États locaux. Ça c'est très très important. Et pour nous, aujourd'hui, ce niveau de security, ou de mesures, ou de moyens, est peut-être un peu sous-utilisé, sous-exploité. Notamment parce qu'on pourrait y trouver finalement aussi des éléments de financement de votre sécurité. Donc, à part ça, ce que j'avais mis dans cette slide, c'est que finalement, la protection publique, elle est relativement faible par rapport à la protection que vous pouvez, vous, agir mettre en œuvre sur vos plateformes ou sur vos systèmes. Vous, ou les opérateurs, ont déjà intégré un certain nombre d'éléments tels que payer, embaucher celui qu'on nous a demandé d'embaucher, payer quelques rançons, etc., etc. Mais ceci dit, la conclusion de ça, c'est que finalement, on nourrit l'ogre, comme on dit, c'est-à-dire qu'on alimente une chaîne qui n'a aucune raison d'arrêter puisque finalement ça marche bien. Donc les États comme l'État nigérian, dans lequel il y a une corruption énorme, trouvent finalement que tous les échelons de sa gouvernance et de son administration trouvent des bénéfices à ce qu'il y ait de plus en plus de piraterie, puis en plus leur population gagne un peu plus d'argent. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on arrêterait concrètement, pourquoi est-ce qu'on mettrait concrètement en œuvre des mesures pour stopper ça? Mais par contre, on fera quand même des déclarations à l'Union africaine, parce que ça, c'est important. Je suis un peu sarcastique parce que c'est la fin de journée. Un point très important, pour les opérateurs notamment, et il me reste 2 slides, celui-là et un autre. Il y a quelque chose de positif quand même il y a de nombreuses choses positives dans les actions qui sont en cours. Pour nous, l'action de l'Union africaine qui prépare en fait du moins qui prend en compte la piraterie et qui chapeaute l'action de la CEDEAO et l'action de la CEAC dans cette zone, est très très positive. C'est un changement. Il y a des États, bien que j'ai été sarcastique il y a une minute, il y a des États qui affichent ça comme une de leurs priorités. Et sur l'histoire de ces États-là, on n'a pas trouvé beaucoup d'affichage aussi évident de ces priorités-là, à part le terrorisme il y a peu de temps, et quelques trafics dans la bande sahélienne. On voit bien donc, là, pour le coup, on a un signal faible de changement de mentalité, qui est, on comprend qu'il faut passer, on comprend, nous, les États africains, qu'il faut passer au travers des organisations régionales, continentales et aussi internationales, et se conformer à leurs objectifs et à leurs contraintes, bien que ce ne soit pas forcément le problème prioritaire chez nous. Donc nous, on trouve ça très positif et on encourage ces États et ces acteurs à continuer là-dedans. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui là est une conséquence qui risque plutôt d'être une conséquence directe sur vous, les différents opérateurs ou la chaîne des fournisseurs des différents opérateurs, c'est qu'ils ont déjà évoqué dans le code de conduite de Yaoundé une logique de contribution qu'ils appellent taxe aujourd'hui, d'usage de l'espace maritime. Donc on peut anticiper en se disant que dans quelques années, tous ces États vont réussir à se grouper et puis finalement vont imposer d'une façon ou d'une autre une taxe aux exploitants de l'espace maritime. Et voilà. Pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur ce sujet-là. Mais il semble y avoir une sorte de consensus qui est en train de se mettre en place, ce qui n'était pas du tout le cas de l'autre côté de l'Afrique, dans la Corne de l'Afrique, où il y avait, pour tout vous dire, on avait suggéré ce mécanisme-là aux États et ils avaient beaucoup freiné. Donc nous, ce qu'on propose, enfin ce qu'on suggère du moins, c'est de participer pour anticiper, c'est-à-dire de proposer quelque chose plutôt que de subir cette future taxe. Alors comme je vous disais, on a un peu réfléchi pour essayer d'amener 3 idées, 3 solutions, 3 axes de réflexion qui seraient bien placés par rapport à la problématique de la Security of Oil and Gas Facilities in Gulf of Guinea et dans le cadre de l'aérosurveillance maritime, dans ce cadre du Salon international. Le premier niveau,
c'est finalement la promotion qui pourrait être faite par les armateurs, par les opérateurs, quels qu'ils soient, les différents exploitants, de zones contrôlées en termes de navigation. Donc, des zones de navigation régulées. On n'est pas du tout en train de dire faisons un Atalanta dans le golfe de Guinée, surtout pas. D'une part, ça ne marcherait pas, et puis d'autre part, personne ne le fera. Mais par contre, il y a des idées. Il y a des idées à développer, et notamment pour ces fameux supplies qui, une fois qu'ils ont fait leur trajet payé sous contrat, doivent être rapatriés quelque part. Et donc, on a travaillé beaucoup sur ça avec certains des exploitants et des opérateurs, et il nous semble qu'il pourrait y avoir une promotion, une mise en œuvre de ce type de zones contrôlées et sécurisées. Ce qui reviendrait à organiser, par exemple, la mutualisation des patrouilles qui est annoncée régulièrement de façon bipartite par 1, 2 ou 3 pays africains de la zone. Deuxième solution, concept de sécurité-sûreté, un observatoire de la menace et un réseau d'alerte. Voilà, il est clair que on n'est pas tout à fait dans la problématique des pêcheurs qui ne veulent pas trop donner leur zone de pêche. Là, on sait très bien à peu près où sont les bateaux, ou du moins on a tout intérêt à savoir où sont les navires. Et en revanche, on a vraiment une grosse problématique pour connaître ce qui est sur l'eau en termes de menaces, ce que ça représente, même son modèle, le modèle d'organisation du business pirate. Et en plus, on a pour l'instant pas de réseau, pas de système d'alerte qui soit mutualisé entre un groupe qui soit plus grand qu'une ou deux sociétés qui sont amies et qui du coup se donnent des coups de main de sûreté. Donc pour ça, je vous ai mis de façon très succincte, bien entendu, parce que ce sera un système de système. Et je vois les gens de Thales dans la salle. Et on a suggéré 2 systèmes sur lesquels on réfléchit depuis un petit moment, qui sont RICA, donc c'est un réseau d'information, de coordination et d'alerte. L'idée, pour faire court, c'est un réseau qui utilise la téléphonie, qui utilise les technologies Internet et qui est une sorte de géoréférencement maritime qui permettrait, sur contribution volontaire, justement, d'obtenir un certain nombre d'informations qui pourraient être partagées avec des règles de partage à convenir, avec les différentes parties prenantes. Et ensuite, on a fait un petit jeu de mots, mais on suggère finalement un Skytalanta. Donc surtout pas Atalanta, oui, 2 minutes, Philippe, pas de problème. Surtout pas Atalanta, mais là, on est dans le salon de l'aérosurveillance maritime. Pourquoi on n'imaginerait pas, finalement, une mutualisation des différents opérateurs, même financière, créer un pot commun pour avoir un ou plusieurs systèmes d'aérosurveillance au-dessus d'une ou plusieurs zones données. Ça pourrait se faire directement, à travers de structures type GIE ou autres, ou ça pourrait se faire même avec l'appui, le concours et l'implication des États locaux. Et donc on a commencé à discuter avec certaines parties prenantes locales, des États du Golfe de Guinée, et c'est quelque chose qui semble les intéresser. Et enfin, pour tenir ma dernière minute, nous suggérons ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire que le développement de contributions volontaires, ce qu'on dit clairement, c'est prenez les devants par rapport aux déclarations de Yaoundé et à l'initiative de Yaoundé avant qu'on vous impose une contribution obligatoire ou une taxe, quelle qu'elle soit. Nous, tous ceux qui sont dans la salle, il y a un peu beaucoup, proposons quelque chose. Réunissons-nous, faisons un pot commun. Merci au fond de la salle. Faisons un pot commun, et peut-être que ça donnera des idées, ou très clairement ça donnera des idées et ça donnera des pistes en termes de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire aux différents États de Yaoundé, de l'initiative de Yaoundé. Et on a bien entendu, si je vous ai parlé de tout ça, c'est qu'on a l'expertise pour vous aider à aller plus loin sur ces sujets. À Sifora, on ne voit pas pourquoi en Afrique, qu'on soit un local ou un exploitant, on devrait se satisfaire d'éléments de sûreté ou de développement qui soient bon marché ou qui ne soient pas au niveau des standards internationaux. Donc nous, on ne voit pas pourquoi. Et on pense que ça, c'est possible d'amener tout ça là-bas, même avec des financements inventifs. Voilà. Je suis ouvert à toutes vos questions.
nombreuses et multiples. Merci beaucoup de votre attention.